Je suis arrivé à la fête du cabinet d'avocat de ma femme et j'ai donné mon nom. Le personnel avait l'air confus, votre nom n'est pas ici. J'ai cherché ma femme et je lui ai demandé. Elle a levé les yeux au ciel, tu pensais vraiment que tu serais invité? J'ai souri calmement, j'ai parfaitement compris. Et je suis parti. Mais au milieu de la cérémonie, son téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Le voiturier a pris mes clés sans lever les yeux. La fontaine devant l'hôtel Langham à Chicago était illuminée en doré, et je pouvais entendre du jazz s'échapper des portes vitrées. J'ai redressé ma veste, vérifié ma montre. 19h12. J'étais à l'heure. Je me suis dirigé vers la table d'enregistrement. Une jeune femme en blazer noir a levé les yeux et a souri. Bonsoir. Votre nom? Harrison Mercer. Elle a parcouru la liste avec son doigt, de haut en bas, puis de bas en haut, puis de nouveau de haut en bas. Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux si. Je suis désolé, monsieur. Je ne vois pas de Harrison Mercer sur la liste des invités. Vérifiez sous accompagnant pour Vivien Mercer. C'est l'associé principal. Elle est mise à l'honneur ce soir. La femme a tapé quelque chose sur sa tablette, a jeté un coup d'œil à l'homme qui se tenait à côté d'elle. Plus âgé, des boutons de manchette en argent, le genre de regard qui dit « Je gère les situations ». Il s'est penché, a confirmé quelque chose sur l'écran, et s'est redressé. Je suis désolé, monsieur Mercer. Il n'y a pas non plus d'accompagnant listé sous ce nom. Je suis resté là pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai souri. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Passez une bonne soirée. J'ai fait demi-tour, j'ai repassé ces portes illuminées d'or, j'ai tendu mon ticket au voiturier et je suis rentré chez moi. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Au moment où la cérémonie de remise des prix a commencé, en plein milieu du discours, le téléphone de Vivien sonnait et sonnait encore, et ce n'était pas moi qui appelais. Mon nom est Harrison Mercer. J'ai 46 ans. Pendant 11 ans, j'ai dirigé les opérations du Midwest pour une société de développement immobilier commercial depuis notre siège à Naperville, dans l'Illinois. J'ai géré une équipe de 32 personnes, supervisé des transactions de Green Bay à Saint-Louis et bâti une réputation qui me permettait d'entrer dans n'importe quelle pièce de cette ville et de serrer la main de personnes qui comptaient. J'étais bon dans mon travail. J'étais aussi apparemment très mauvais pour déchiffrer ma propre femme. Vivien et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds à Lincoln Park, le genre d'événement où le vin coûte plus cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens et où tout le monde échange des cartes de visite entre 2 poignées de main. Elle avait 31 ans. Brillante d'une manière qui rendait les autres nerveux. Une avocate spécialisée en contentieux avec des ambitions si nettes et aiguisées qu'on pouvait presque les voir. J'aimais ça chez elle. J'ai épousé ça chez elle. Pendant 9 ans, le mariage a fonctionné. Pas parfaitement, mais honnêtement. Nous avions une maison à Hinsdale, Illinois. Un garage pour 3 voitures, un grand jardin, le genre de quartier où les gens se saluent depuis leur allée. Nous avions des dîners avec des collègues. Nous avions un calendrier partagé, un compte d'épargne partagé, un plan partagé. Ce que je ne savais pas, ce que je ne comprendrais pleinement que lorsque les pièces se mettraient enfin en place, c'est que pendant les 2 dernières années de notre mariage, ce plan partagé avait un 3e partenaire. Son nom était Donovan Ashby, PDG d'Ashby Capital Partners, 51 ans, le genre d'homme dont on parlait dans le CRIN Chicago Business 2 fois par an et qui s'assurait que vous le sachiez. Son cabinet avait travaillé avec celui de Vivien, Hartley & Cole, sur 2 importants dossiers de contentieux commercial. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est là que ça a commencé. Je ne savais rien de tout ça le soir où j'ai conduit jusqu'au Langham et entendu ces mots. Votre nom n'est pas ici. Je savais juste que quelque chose n'allait pas depuis des mois et que ce soir-là, cela s'était cristallisé en quelque chose que je ne pouvais plus prétendre ne pas être réel. Mais avant d'en arriver à ce qui s'est passé ensuite, à ce qui se passait à l'intérieur de cette salle de bal pendant que je retournais à Hinsdale. Je dois vous ramener en arrière car l'histoire de comment je me suis retrouvé devant une table d'enregistrement d'hôtel comme un étranger à mon propre mariage n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé environ 14 mois plus tôt. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et si cette histoire vous parle différemment, appuyez sur le bouton j'aime. Cela permet à ces histoires de continuer. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début.
Vivien est devenue associée chez Hartley & Cole quand elle avait 38 ans. C'était un mardi d'octobre. Elle m'a appelé d'une salle de conférence, et je pouvais entendre le champagne qu'on versait déjà en arrière-plan. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, je l'ai emmenée chez Alinea, et je me suis assis en face d'elle, la regardant rayonner comme je ne l'avais pas vue rayonner depuis des années. C'était la dernière nuit où je me souviens avoir eu le sentiment que nous étions pleinement dans la même équipe. Pas à cause de quelque chose de dramatique. Rien ne s'est brisé cette nuit-là. Personne n'a dit quoi que ce soit de mal. C'était plutôt qu'après qu'elle soit devenue associée, j'ai cessé d'être son encre. Et je n'ai pas remarqué que cela se produisait jusqu'à ce que je sois déjà à la dérive. Le premier signe concret est apparu environ 4 mois plus tard, en février. Elle avait une retraite pour les associés dans un complexe hôtelier à Lake Geneva, Wisconsin, à 60 miles au nord de Chicago, juste au bord de l'eau. Le genre d'événement standard du cabinet. J'en avais déjà entendu parler. Elle y était déjà allée une fois, 2 ans auparavant. Cette fois, elle est revenue un dimanche après-midi et quelque chose était différent chez elle. Pas triste, pas coupable. Différente de la manière dont une personne est différente quand quelque chose en elle a tranquillement pris une décision sans consulter personne d'autre. Je lui ai demandé comment c'était. Elle a dit, bien. De bonnes conversations, de la bonne nourriture. Le lac était gelé. C'était magnifique. Puis elle est montée, a pris une douche, et quand elle est redescendue, elle s'est versé un verre de vin et s'est assise à l'îlot de la cuisine, regardant son téléphone avec le genre d'immobilité concentrée que je ne voyais habituellement que lorsqu'elle se préparait pour une déposition. J'ai laissé tomber. 3 semaines plus tard, elle a commencé à rester plus tard au bureau. Pas inhabituel pour une associée. Je le savais. Mais la texture de ses soirées a changé. Elle avait l'habitude de m'appeler quand elle partait, peu importe l'heure. Cette habitude a disparu si progressivement que j'ai à peine remarqué sa disparition. En avril, elle voyageait davantage. Des réunions avec des clients à Milwaukee, des dépositions à Indianapolis, une conférence à Washington DC, tout cela plausible, tout cela explicable. Mais leur poids cumulé commençait à peser sur quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. Je me souviens d'une nuit, un jeudi de mai, j'étais assis à la table de la cuisine à travailler sur une projection de portefeuille quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Vivien, en retard. Ne m'attends pas. Il était 23h15. J'ai regardé ce message pendant un long moment. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à lui demander avec qui elle était. J'ai pensé à toutes les manières dont cette conversation pourrait mal tourner et à toutes les manières dont elle n'aboutirait probablement à rien d'utile de toute façon. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre la table et je suis retourné à mon tableur. C'est ce que je suis. Je règle les choses tranquillement. Je traite avant de réagir. Les gens qui me connaissent vous diront que c'est une force. Cette nuit-là, cela ressemblait à autre chose. Elle est rentrée à minuit 40. Elle sentait le restaurant et le parfum de quelqu'un d'autre. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Salut ». J'ai dit « Salut ». Et nous sommes allés nous coucher. En juin, j'avais commencé à voir la forme de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Non pas parce que les preuves étaient accablantes. Elles ne l'étaient pas, pas encore. Mais à cause de l'accumulation, des petits changements de comportement qui, individuellement, ne signifient rien, mais qui, ensemble, commencent à former une image. Son téléphone était toujours face cachée. Maintenant, quand elle était à la maison, elle avait commencé à utiliser des AirPods pour les appels téléphoniques, même les plus anodins, au lieu de simplement les mettre sur haut-parleur comme elle le faisait avant. Elle avait un nouvel horaire de gym, tôt le matin, 3 fois par semaine, dans un équinoxe du centre-ville au lieu de celui à 12 minutes de notre maison à Hinsdale. L'équinoxe du centre-ville était à 40 minutes dans le trafic du matin. Elle n'a jamais mentionné une seule fois que le trajet était gênant. Elle a également commencé à verrouiller son ordinateur portable. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait à la maison. Au travail, bien sûr, c'est la norme. Mais à la maison, sur le bureau de son bureau, elle fermait maintenant le couvercle chaque fois qu'elle quittait la pièce, même pour aller chercher un verre d'eau. Je l'ai remarqué une fois et j'ai failli dire quelque chose, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ses voyages d'affaires ont également augmenté. Dans les 12 mois avant qu'elle ne devienne associée, elle avait voyagé peut-être 8 fois. Dans les 12 mois suivants, près de 22.
J'ai suivi cela plus tard, en regardant un calendrier partagé que nous maintenions depuis des années. Je n'espionnais pas. Le calendrier était là sur nos deux téléphones. Le volume était juste visible quand on regardait l'ensemble plutôt que chaque voyage isolément. Et le parfum, ce n'était pas un incident isolé. C'était un fait récurrent, apparaissant environ toutes les 2 à 3 semaines, presque toujours un soir où elle disait avoir travaillé tard avec des collègues. Le genre de parfum qui n'appartient pas à une pièce pleine d'avocats. Le genre qui s'accroche différemment d'un restaurant bondé. Je ne l'ai pas surveillé. Je veux être clair à ce sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille dans les téléphones, installe des logiciels de suivi ou engage des gens pour suivre sa femme. Ce n'est pas moi. Mais je suis quelqu'un qui remarque les schémas. C'est ce que je fais dans la vie. Et le schéma était clair. En juillet, je revenais d'une visite de site à Schaumbourg quand je suis passé devant un restaurant sur West Randolph Street à Chicago, un endroit appelé Monteverde Italian, le genre d'endroit qui nécessite une réservation des semaines à l'avance. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre à un feu rouge. Vivien était assise à une table près de la fenêtre. Elle n'était pas seule. L'homme en face d'elle était bien habillé, les tempes grisonnantes, penché en avant sur sa chaise de la manière dont les gens se penchent quand ils veulent que l'autre personne sache qu'ils ont toute leur attention. Je ne l'ai pas reconnu. Pas encore. Le feu est passé au vert. J'ai continué ma route. J'ai découvert son nom 3 semaines plus tard. Un de mes collègues, Gareth Finlay, qui dirigeait une société de capital investissement dans le LOP, a mentionné HB Capital Partners lors d'un déjeuner d'affaires. Il les a mentionnés parce qu'il venait de conclure un accord sur une propriété de développement riveraine dans le West LOP que Gareth convoitait. Donovan HB, a-t-il dit, un gars intelligent, bien connecté, qui se montre partout. Son cabinet travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats du côté des litiges, des conflits de contrats, ce genre de choses. Je n'ai rien dit, mais j'ai noté le nom. Ce soir-là, j'ai cherché Donovan HB. Le site web de son cabinet avait une photo professionnelle. Tempes grisonnantes, bien habillé, légèrement penché en avant. Je l'ai reconnu immédiatement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté assis dans mon bureau à la maison pendant environ 40 minutes, sans rien faire du tout, juste assis dans le silence. Puis je suis descendu et j'ai préparé le dîner parce que c'était mardi et le mardi, je cuisinais. Vivien est rentrée à 19h30. Nous avons mangé ensemble. Elle m'a parlé d'une requête qu'elle avait déposée cet après-midi-là. Je lui ai parlé de la visite du site de Schaumbourg. Nous avons nettoyé ensemble et elle est montée pour répondre à des emails pendant que je regardais les informations. Et j'ai décidé quelque chose cette nuit-là que je veux que vous compreniez avant d'aller plus loin. J'ai décidé de ne pas la confronter. Non pas parce que j'avais peur de la réponse, non pas parce que j'étais prêt à accepter la situation, mais parce que j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire avant de faire le moindre mouvement. En immobilier, on n'entre pas dans une négociation à l'aveugle. On rassemble ces informations. On comprend la situation dans son ensemble. On laisse l'autre partie montrer son jeu avant de montrer le sien. C'est ainsi que j'ai abordé les 3 mois suivants de mon propre mariage. Ce que j'ai découvert au cours de ces mois n'était pas seulement une liaison. C'était un plan. Il m'a fallu un certain temps pour le voir de cette façon. Au début, je ne faisais que suivre le schéma. Les nuits tardives, les week-ends où elle était soudainement au bureau le samedi après-midi. La façon dont son attention se déplaçait lorsque son téléphone vibrait et qu'elle pensait que je ne regardais pas. C'était la liaison. Cela est devenu clair. Mais le plan est devenu visible plus tard. En septembre, j'ai eu une conversation avec notre conseiller financier, Tom Echard, qui a appelé pour confirmer que Vivien avait programmé une réunion pour examiner la répartition de nos actifs. Vivien n'avait jamais, en 11 ans, initié une réunion avec notre conseiller financier sans m'en parler d'abord. J'ai remercié Tom pour l'information et je lui ai dit que je me joindrais probablement à l'appel. Il a dit, bien sûr, c'est logique. Il supposait que nous serions tous les deux là. Il a rappelé 2 jours plus tard, un peu gêné, pour dire que Vivien avait reporté la réunion à un moment où elle savait que je serais en voyage d'affaires. Elle lui avait demandé de noter qu'elle avait une procuration pour les décisions financières. Elle en avait une, c'était légitime. Nous les avions mises en place pour nous deux il y a des années pour des raisons pratiques, mais elle ne l'avait jamais utilisée seule auparavant. J'ai appelé un de mes amis,
un avocat spécialisé en droit de la famille nommé Preston Cole, qui travaillait dans un cabinet du centre-ville de Chicago et que j'avais aidé pour une transaction immobilière 3 ans auparavant. J'ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Il m'a dit de commencer à tenir des registres. Il m'a dit de regarder attentivement le tableau des actifs. Il m'a dit que si les choses se dirigeaient là où elles semblaient se diriger, je ne devais pas attendre trop longtemps avant de prendre des mesures de protection. Je n'ai pas attendu. En octobre, j'avais un inventaire clair de notre situation financière commune. J'avais pris des mesures pour protéger les actifs qui étaient les miens avant le mariage, et j'avais engagé Preston officiellement. Je n'avais pas dit un seul mot à Vivien à ce sujet parce qu'elle ne m'avait pas dit un seul mot non plus. L'invitation au gala d'anniversaire du cabinet est arrivée à la mi-octobre. Hartley & Cole fêtait ses 25 ans, un événement en cravate noire à l'hôtel Langham de Chicago le soir du 14 novembre. Vivien devait être honoré d'une reconnaissance spéciale pour son travail en contentieux commercial, sa première récompense majeure en tant qu'associé désigné. Elle en a parlé au dîner le soir où l'invitation est arrivée. Le gala du cabinet est le 14, a-t-elle dit. Cravate noire. J'ai déjà toute la soirée de prévue avec les associés. Elle n'a pas dit et nous. Elle a dit je. J'y serai, ai-je dit. Elle m'a regardé. C'est un événement professionnel, Harrison. Tu n'as pas besoin de venir. Ma femme est mise à l'honneur. J'aimerais être là. Elle a posé sa fourchette. Ça va être une longue nuit de conversation de travail. Tu vas t'ennuyer. Je ne m'ennuierai pas. Elle a repris sa fourchette. Je te donnerai les détails. Elle ne l'a jamais fait. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement noté qu'elle ne m'avait pas mis sur la liste des invités et j'ai attendu de voir ce qu'elle ferait ensuite. Ce qu'elle a fait, c'est rien. Le 14 est arrivé. J'ai mis ma tenue de soirée. J'ai conduit jusqu'au Langham. J'ai donné mes clés au voiturier. Et j'ai entendu ces mots. Votre nom n'est pas ici. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas la version que je vous aurais peut-être racontée cette nuit-là, qui était rien parce que je ne ressentais rien en surface, mais la version réelle, qui est quelque chose de plus compliqué. Il y avait une sorte de clarté froide, le genre que l'on ressent quand quelque chose que l'on observe de loin depuis des mois entre enfin pleinement dans la lumière. Toute l'ambiguïté s'évanouit. Ce qui reste, c'est juste le fait, net et dur. Ma femme m'avait délibérément retiré de sa liste d'invités parce qu'elle avait l'intention de passer cette soirée avec Donovan Ashby et ne voulait pas gérer ma présence dans la pièce. C'était le fait. Je suis monté dans ma voiture. Je suis rentré à Hinsdale. Je me suis versé un verre de bourbon, je me suis assis dans mon bureau et j'ai appelé Preston. C'est Harrison, ai-je dit. Avance sur tout ce dont nous avons discuté. Tu es sûr? J'en suis sûr. Puis j'ai raccroché et je suis resté assis dans le noir pendant un moment à écouter la maison. J'ai pensé à la nuit où elle est devenue associée et où je l'ai emmenée chez Alinéa. J'ai pensé à la collecte de fonds à Lincoln Park où nous nous sommes rencontrés, comment elle s'était disputée avec quelqu'un à propos d'une procédure d'appel et que j'avais trouvé ça complètement captivant. J'ai pensé à la maison à Hinsdale, au calendrier partagé, au plan que nous avions construit ensemble et qui avait apparemment cessé d'être partagé à un moment donné. J'ai pensé à tout ça et puis j'ai laissé tomber. Pas de manière dramatique, pas avec du chagrin ou de la rage ou aucune des choses que l'on pourrait attendre, juste une décision. Fermer un chapitre avec précision et ouvrir le suivant avec la même. Maintenant, voici la partie que je vous ai promise au début. Voici ce qui se passait à l'intérieur de l'hôtel Langham pendant que j'étais assis dans mon bureau à Hinsdale. Vers 20h45, en plein milieu de la cérémonie, juste au moment où l'associé directeur de Hartley & Cole commençait le discours en l'honneur de Vivien, un appel téléphonique est arrivé. Pas sur le téléphone de Vivien, sur celui de Donovan Ashby. L'appel venait de la femme de Donovan. Son nom était Céleste Ashby, 48 ans. Donovan et elle étaient mariés depuis 19 ans. Elle n'avait aucune idée de l'existence de Vivien, ou du moins c'est ce que tout le monde supposait. Elle l'avait découvert 2 heures plus tôt. Comment elle l'a découvert est une histoire en soi, et je vous la raconterai dans un instant, mais ce que vous devez imaginer, c'est ceci. Donovan Ashby assis à une table d'associés et de cadres à l'hôtel Langham de Chicago, regardant son téléphone s'allumer avec le nom de sa femme encore et encore, pendant que Vivien se tenait à l'avant de la salle pour recevoir sa récompense, souriant pour les caméras.
Il n'a pas répondu au premier appel, ni au second. Au troisième appel, l'homme à côté de lui commençait à le remarquer. Au quatrième, il s'est excusé et est sorti de la salle de bal. Il n'est pas revenu. Un des associés a remarqué que l'expression de Vivien a changé quand elle a vu Donovan quitter la pièce. Pas beaucoup, juste un frémissement, mais assez pour que les gens s'en souviennent plus tard. Comment Céleste l'a-t-elle découvert? Son frère. Le frère de Céleste, un homme nommé Reed Whitmore, travaillait comme courtier en immobilier commercial. Il avait fait des affaires dans les mêmes cercles que moi. Pas quelqu'un que je connaissais bien, mais quelqu'un qui avait entendu parler de moi. Quand la rumeur s'est répandue discrètement, prudemment, par le genre de canaux que les communautés financières et juridiques ont, que Harrison Mercer avait engagé un avocat en droit de la famille et restructurait certains actifs. Reed en a entendu parler. Il a posé quelques questions discrètes et a rapporté ce qu'il a trouvé à sa sœur. Je n'ai pas orchestré cela. Je veux être honnête avec vous à ce sujet. Je n'ai pas envoyé d'informations à Céleste Ashby. Je n'ai pas manigancé sa découverte. Ce que j'ai fait, c'est de faire des mouvements suffisamment visibles pour les gens qui étaient attentifs. Et le frère de Céleste Ashby était attentif. Parfois, la vérité se propage d'elle-même quand on arrête de travailler si dur pour la contenir. Les semaines suivantes furent du genre à vieillir une personne. Non pas parce qu'elles étaient pleines de drames, mais parce qu'elles étaient pleines de processus juridiques, processus financiers, le démantèlement méthodique d'une vie partagée. Vivien m'a appelé le matin après le gala. J'étais déjà au bureau. « Tu es venu hier soir » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai essayé, ai-je dit. Mon nom n'était pas sur la liste. Silence. Harrison, nous devons parler. Je suis d'accord. Mon avocat contactera le tien pour fixer quelque chose. Un autre silence, plus long cette fois. Tu as déjà un avocat? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu... Vivien, j'ai gardé ma voix calme. Nous parlerons par l'intermédiaire des avocats. C'est la manière la plus propre de gérer ça. Elle a raccroché. Elle a rappelé 4 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Elle a appelé 3 fois de plus ce jour-là, 2 fois le lendemain matin. Puis les appels ont cessé, ce qui m'a dit qu'elle avait découvert que j'avais déjà déposé la demande ou que son propre avocat lui avait conseillé d'arrêter de prendre contact. Ce dont je me souviens de cette semaine, ce ne sont pas les appels. C'est le silence entre eux. La façon dont la maison se sentait ces soirs-là quand je rentrais, et qu'il n'y avait que moi et les pièces que nous avions partagées pendant 9 ans. Pas un silence de deuil, pas un silence de colère, juste un silence honnête. Le son d'une situation qui était enfin autorisée à être ce qu'elle était. J'avais un collègue dans mon cabinet, un homme plus âgé nommé Boyd Carmichael, qui avait divorcé 2 fois avant de finalement trouver son équilibre. Et il m'a dit quelque chose une fois que je n'ai pas entièrement compris jusqu'à cette semaine-là. Il a dit, le plus dur, ce n'est pas quand ils partent. Ce sont les mois d'avant, quand ils sont déjà partis mais que personne ne l'a encore dit à voix haute. Il a dit que ces mois sont les plus coûteux émotionnellement et pratiquement parce que vous continuez à payer les coûts de quelque chose qui est déjà terminé. Il avait raison sur ce point. Au moment où nous étions formellement dans le processus juridique, j'avais déjà fait mon deuil, déjà fait mes comptes. J'étais prêt à avancer. Ce qui est ressorti au cours des semaines suivantes, par les voies légales et par la physique sociale accélérée de 2 communautés professionnelles qui se chevauchent, c'est ceci. Vivien et Donovan se voyaient depuis environ 22 mois. La retraite de l'ex-Geneva était le point de départ, non pas pendant la retraite officielle, mais dans les 24 heures qui ont suivi, lorsqu'un groupe d'associés et leurs invités sont allés à un dîner privé dans un restaurant au bord du lac, et que Donovan Ashby était l'un des invités. Pendant ce temps, Vivien avait pris un certain nombre de décisions financières qu'elle ne m'avait pas divulguées. Des honoraires de consultation acceptés via un compte personnel qu'elle avait ouvert. Certaines contributions à nos investissements comme un suspendu sans préavis. Rien de tout cela n'était dramatique. Tout cela était délibéré. Elle avait, de manière discrète et méthodique, préparé une sortie. L'ironie, c'est que j'avais fait exactement la même chose. La différence était que je l'avais fait proprement, légalement et en toute transparence avec mon avocat. Les siennes n'avaient pas toutes été faites avec le même soin. Preston était bon dans son travail.
Au moment où nous nous sommes assis en face de l'avocat de Vivien dans une salle de conférence au 42e étage d'un immeuble du LOP, nous avions une image complète de notre situation financière, y compris les parties que Vivien avait espéré voir rester moins visibles. Le divorce a duré 7 mois. Il n'a pas été amical, mais il a été finalement équitable, et le jugement a reflété toute la réalité de la situation, y compris les décisions patrimoniales que Vivien avait prises unilatéralement pendant les dernières années du mariage. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle avait prévu d'obtenir. La situation de Donovan Ashby a été sa propre implosion. Céleste a demandé le divorce dans la semaine qui a suivi le gala. Elle n'a pas été discrète sur ses raisons. Dans un monde social où les gens parlaient dans le chevauchement professionnel de l'immobilier commercial et du droit des sociétés à Chicago, les gens parlent absolument, l'histoire s'est répandue rapidement. Ashby Capital Partners n'a pas immédiatement souffert. Des entreprises comme ça le font rarement à court terme, mais l'effritement des relations qui suit un échec personnel très public a tendance à se manifester dans le bilan à terme. Deux des principaux partenariats juridiques du cabinet, y compris Hartley & Cole, ont discrètement laissé leur contrat de service expirer à la fin de l'année. Donovan a quitté Chicago 16 mois après le gala. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à Scottsdale, en Arizona. Quant à savoir si Vivien et lui ont continué ce qu'ils avaient après l'arrivée des conséquences, je ne le sais sincèrement pas. Ce chapitre n'était pas à moi de le lire. Je veux vous parler de la chose qui m'a le plus surpris dans tout cela. Ce n'est pas la trahison, qui a fait mal comme toute chose vraie et douloureuse fait mal. Mais au moment où elle était pleinement visible, j'avais vécu avec sa forme assez longtemps pour que le choc soit déjà passé. Ce qui m'a surpris, c'est la paix. Le matin après la finalisation de mon divorce, un vendredi de juin, couvert, le genre de journée qui semble envisager la pluie, je suis allé dans un café du West Loop. Je me suis assis à une table d'angle et j'ai travaillé pendant 3 heures sur une analyse de transactions sans penser une seule fois à Vivien ou à Donovan Ashby ou à quoi que ce soit de tout ça. J'ai juste travaillé. Et vers la 2e heure, j'ai remarqué que la tension de basse fréquence qui vivait dans ma poitrine depuis près de 2 ans avait disparu. Pas de manière spectaculaire, pas comme si quelque chose avait été levé, mais plutôt comme si j'avais été si habitué à la porter que je n'avais pas réalisé son poids jusqu'à ce que je ne la porte plus. J'ai commandé un 2e café et j'ai continué à travailler. 18 mois après le gala au Langham, j'ai emménagé dans un nouvel appartement dans le quartier de River North à Chicago. 8e étage, vue sur la ville. Le genre de lignes épurées qui vous font réaliser combien d'espace vous avez quand vous arrêtez de le remplir avec les résidus des choix de quelqu'un d'autre. J'ai gardé la maison de Hinsdale sur le marché pendant 4 mois avant qu'elle ne se vende. J'ai suivi cette transaction avec le même détachement professionnel que j'aurais accordé à n'importe quelle transaction immobilière commerciale. C'était une transaction propre et simple. Bons acheteurs, bonnes conditions, une bonne vente. J'ai reconstruit mes relations professionnelles avec le genre d'énergie concentrée qui vient du fait d'avoir complètement fait table rase. Mon cabinet a étendu nos opérations à Saint-Louis. J'ai embauché 2 personnes que je voulais embaucher depuis plus d'1 an, mais que j'avais continué à retarder pour des raisons qui, rétrospectivement, avaient plus à voir avec les frictions à la maison qu'avec une logique commerciale. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Je ne vais pas vous dire que je suis sorti de cette expérience sans cicatrice. Ce serait malhonnête et aussi, franchement, un peu suspect. 11 ans, c'est 11 ans. On ne s'en sort pas sans une certaine recalibration de la façon dont on voit les gens, dont on les lit, de ce que l'on choisit de croire. Mais je vais vous dire ceci, je suis meilleur pour prêter attention maintenant. Pas d'une manière méfiante et fermée. De la manière dont une personne s'améliore à quelque chose après avoir appris à travers cette épreuve. Je remarque plus de choses. Je dis plus ce que je pense vraiment. Je ne laisse pas les petits signes s'accumuler en un schéma que je refuse de nommer. Cette nuit-là devant le Langham, debout à cette table d'enregistrement, entendant ces mots, regardant la jeune femme en blazer parcourir la liste 2 fois avec son doigt, cherchant un nom qui n'y était délibérément pas. Ce moment m'a appris quelque chose que je porte en moi maintenant. Votre absence de la liste de quelqu'un vous dit exactement où vous vous situez. Et la façon dont vous répondez à cette information est la chose qui détermine tout ce qui suit. J'ai souri. J'ai dit que je comprenais. J'ai fait demi-tour et je suis sorti. C'était la bonne décision. Non pas parce que c'était froid et non pas parce que j'avais déjà 3 longueurs d'avance, bien que ce fût le cas, mais parce qu'à ce moment-là, je savais quelle était réellement la situation. Et un homme qui sait quelle est réellement la situation n'a pas besoin de jouer la surprise pour un public.
Il agit, tout simplement. Il y a quelques mois, j'étais à un dîner de réseautage dans le West Loop, le genre d'événement où l'on serre 50 mains et où l'on se souvient de 6 conversations. Vers la fin de la soirée, je me tenais au bar avec un verre, quand une femme s'est approchée de moi et a commandé un verre de vin. Nous avons fini par parler pendant environ 40 minutes. Elle s'appelait Adrien. Elle dirigeait un cabinet d'architecture commerciale dans le Gold Coast. Elle avait des opinions bien arrêtées sur le réaménagement en cours le long du sentier 606 et posait de bonnes questions sur le côté développement du marché. À un moment donné, elle a dit « Vous semblez être quelqu'un qui a traversé quelque chose. » Je l'ai regardé. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? » « Vous êtes attentif, a-t-elle dit, mais pas de manière anxieuse, comme quelqu'un qui a appris à le devenir. » J'ai réfléchi à cela un instant. « Quelque chose comme ça, ai-je dit. » Elle m'a donné sa carte à la fin du dîner. Je l'ai appelée la semaine suivante. Certains chapitres se ferment proprement. D'autres prennent plus de temps qu'ils ne le devraient. Mais ils se terminent tous. Et c'est alors que l'on découvre de quoi on est vraiment fait.